Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. En tant que vice-doyen recherche de la faculté des sciences sociales et politiques, c'est un honneur, un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une étape de la caravane des libertés scientifiques portée par le combat de Fariba Abdelkah, directrice de recherche à Sciences Po Paris, et qui a été détenue de juillet 2019 à octobre 2023 dans les prisons iraniennes, alors qu'elle menait, comme à de très nombreuses reprises auparavant, ses recherches sur la société iranienne. Notre hôte d'honneur et toutes les participantes et participants à cette table ronde seront présentés dans 3 minutes par notre collègue Mounia Benani Shraibi, professeure à l'Institut d'études politiques et co-organisatrice de cet événement avec l'ensemble des personnes qui y participent. Comme nous allons le voir, la liberté scientifique est aujourd'hui menacée non seulement dans de nombreux régimes autoritaires, des démocraties illibérales, certains berceaux des démocraties libérales également. Une telle liberté dépend de nombreux facteurs que cette table ronde pourra préciser très certainement. Outre le régime politique, il y a bien sûr l'argent qui conditionne la production scientifique, mais aussi l'accès au savoir produit, aujourd'hui largement monopolisé par les quelques grandes multinationales de l'édition scientifique. Il y a aussi les garanties de l'éthique scientifique. Dans un contexte toujours plus favorable à jeter le doute sur le bien fondé et l'intégrité de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il y a finalement la protection des chercheuses et des chercheurs. L'Université de Lausanne est pionnière à ce titre. En tant que membre de soutien et premier membre en Suisse du réseau Scholars at Risk, depuis 2011. Ce réseau, Scholars at Risk, compte à ce jour 664 membres dans 43 pays du monde. La direction de l'Université de Lausanne, souvent avec les décanats des 7 facultés qui composent cette université, et aussi avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique, a soutenu plusieurs chercheurs et chercheuses dans les dernières 13 années, y compris une dizaine en provenance de l'Ukraine depuis 2022. Avant de passer la parole à notre collègue Mounia, je voudrais terminer avec une citation empruntée au Conseil international des sciences qui dit ceci: « La pratique libre et responsable de la science est fondamentale pour le progrès scientifique et le bien-être de l'homme et de l'environnement. Cette pratique, sous tous ses aspects, requiert la liberté de mouvement, d'association, d'expression et de communication pour les scientifiques, ainsi qu'un accès équitable aux données, à l'information et aux autres ressources pour la recherche. » Je vous remercie toutes et tous d'être ici et je passe la parole à notre collègue Mounia Benani Shraibi. Merci beaucoup Jean-Christophe. Mon tour d'exprimer l'immense bonheur de nous retrouver toutes et tous ici aujourd'hui pour rendre hommage à Fariba Abdelkah et pour échanger sur une question qui est plus que jamais d'actualité. Fariba Abdelkah, vous le savez, elle est anthropologue. Ses travaux sont vraiment très connus et je n'en citerai que 3 qui ont transformé nos regards sur le voile, la modernité, sur la formation des nations, à savoir la révolution sous le voile, être moderne en Iran, les 1001 frontières de l'Iran. Et puis, comme l'a dit Jean-Christophe, Fariba est une infatigable chercheuse de terrain. Et en effet, c'est lors de l'un de ces terrains en Iran qu'elle a été arrêtée le 5 juin 2019.
Et pendant plus de 4 ans, elle a connu différentes formes de détention dans différents lieux d'incarcération, dont la prison d'Evin. D'abord accusée d'espionnage, elle sera en définitive condamnée à 5 ans de prison pour collusion et propagande contre la République islamique. Mais pour son comité de soutien, elle n'a jamais cessé d'être une prisonnière scientifique. Tout au long de sa détention, elle a mené un combat impressionnant, sit-in, grève de la faim. Elle s'est même acharnée à expliquer à ses geôliers le métier de chercheur. D'où sa déception d'avoir été graciée et non acquittée. Alors, attention, vous le constaterez, ils ne l'ont pas brisée. Hein. Au contraire, à peine arrivée à Paris en octobre dernier, qu'elle a déjà prospecté de nouveaux terrains et qu'elle s'est déjà lancée de nouveaux défis. Alors, vous le savez, à l'échelle mondiale, Fariba Adelkha est devenue le symbole du combat pour la liberté scientifique. Sa détention a suscité une mobilisation multiforme, des pétitions, des communiqués, des blogs, des podcasts, des colloques, des ouvrages, numéros de revues, même des performances artistiques, une grande créativité. Et au cœur de ce combat, donc, le comité de soutien à Fariba Adelkha et pour un temps à son ami et collègue Roland Marchal. Et ce comité a été impulsé par le Fonds d'analyse des sociétés politiques, le FASOPO, et c'est dès 2021 que que ce comité va contribuer au lancement de la caravane des libertés scientifiques qui a donné lieu à des rencontres successives à Rabat, Paris, Genève, Turin, Varsovie, Strasbourg. Alors vous imaginez bien que la caravane d'aujourd'hui est très particulière, celle de Lausanne, puisqu'elle a été pensée avec Fariba et qu'elle a lieu en sa présence. Donc, je m'en réjouis fortement. Depuis le retour de Fariba Adelkha en France en octobre, le combat n'est pas terminé, vous le savez. Pour la seule année 2023, Scholars at Risk a répertorié 409 attaques contre des universitaires et leurs institutions dans 60 pays et territoires. Et l'éventail des entraves aux libertés scientifiques est très étendu. Les menaces, vous le savez aussi, sont loin de se cantonner à des pays comme l'Iran. D'où le souhait de discuter aujourd'hui de ces défis avec Fariba et un ensemble de collègues. Certains ont fait partie du comité de soutien à Fariba en France ou en Suisse. Donc, d'abord, je présenterai Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS Série à Paris, et qui a présidé ce comité de manière extraordinaire. Elle est également membre du programme PAUSE d'accueil des scientifiques et artistes en danger en France. Il y a aussi, je compte dans ce comité, donc Bernard de Barbieux, géographe. Il était doyen de la faculté des sciences de la société à l'UNIGE lorsque cette université a accordé le doctorat honoris causa à Fariba. Et puis Didier Péclard, professeur de sciences politiques à l'UNIGE et membre du comité Scholars at Risk de cette université, qui a également été extrêmement actif. Et puis, d'autres collègues se sont engagés et s'engagent à partir d'autres sites. C'est le cas de Florian Kochtal, responsable du programme Global Responsibility à la Free Universität de Berlin et fondateur de Academics in Solidarity. Et puis, Myriam Lowy, qui est avec nous, qui est professeur de sciences politiques au collège de New Jersey et qui est présidente du comité Academic Freedom de l'association MESA, l'association des Middle East Studies. Et puis, il nous a semblé indispensable d'avoir le témoignage d'un boursier d'excellence de la Confédération suisse, Patrick Bellinga, qui vient de soutenir sa thèse en sciences politiques sur les logiques sociopolitiques de la suspicion au Cameroun. Alors pour finir, je tiens à remercier très très vivement donc Fariba
Adelkha, et toutes les intervenantes et intervenants qui sont autour de cette table aujourd'hui. Et puis, les institutions qui ont contribué à l'organisation, donc le FASOPO, le Service des relations internationales de l'UNIL, l'IEP et plus globalement la faculté des SSP. Alors sans plus tarder, je donne la parole à Fariba. Merci Mounia. Monsieur le vice-citoyen, mesdames, messieurs, je ne sais pas comment vous remercier, vous tous, et l'Université de Lausanne. Merci pour votre amitié, mais surtout votre professionnalisme. Le professionnalisme, bien sûr, de tous les gens qui ont fait partie de cette caravane, mais aussi le comité de soutien et tous ceux ou celles qui, à un moment ou à un autre, se sont joints à ces activités, à son action. Merci sincèrement. Et finalement, je sais aussi très bien qu'au-delà de ma personne, ce qui comptait pour ce comité et ce qui est un peu l'énergie de l'ensemble de cette mobilisation, c'est au-delà de ma personne, c'était la défense d'une cause, d'un principe, la liberté scientifique. Si votre mobilisation n'a pas toujours marché, puisqu'en effet ça a duré 4 ans et demi, donc les gens qui se sont mobilisés, c'était en vue de pouvoir forcer la main du pouvoir iranien, je dois quand même vous dire aujourd'hui que ça a particulièrement bien perturbé les autorités iraniennes. Un jour, on m'a appelé pour me dire si le comité cessait son activité, ils auraient pu peut-être me faire quelques concessions. Ma réponse était simple. Vous rêvez, monsieur, je suis peu de choses dans cette histoire. Oh, ils défendent que la cause, la liberté scientifique, d'une certaine façon, leur métier. Mon intervention ne fera absolument pas changer leur avis. Donc, merci, parce qu'effectivement, c'est ce genre de mobilisation pour lesquelles on continue notre action aujourd'hui. Nous avons de quoi être fiers d'une communauté qui a ainsi lutté pour défendre ses principes. Je me répète peut-être jamais assez, mais j'ai envie de le dire. Je me demande toujours comment un comité de soutien tient 4 ans et demi avec la vie familiale, la vie professionnelle, les enfants, bien sûr, le Covid et en plus cette mobilisation autour de la cause qui nous est chère à tous, la liberté scientifique. Je pense que je ne vous remercierai jamais assez, donc je m'arrête un peu là. L'Iran n'est pas le premier pays qui a fait de nous, les chercheurs, une monnaie d'échange ou un moyen de pression. Mais nous devons donc nous mobiliser d'autant plus et pour qu'il soit le dernier pays qui intervient ainsi pour transgresser nos droits, nos pratiques. Mais pour revenir un peu au thème, enfin au sujet qui nous réunit aujourd'hui, on est un peu amené à se poser la question, s'interroger sur la nature du danger qui pèse aujourd'hui sur notre métier. Celui-ci est le plus pacifique. Après tout, qu'est-ce que nous avons comme moyen d'action? Une plume ou un clavier? Et les gens qui se prennent à notre métier, s'agit-il seulement et simplement de l'autoritarisme de l'État? Certes, l'Iran est un pays autoritaire, mais dire cela ne nous avancerait pas beaucoup. L'autoritarisme peut se présenter sur des visages ou des aspects multiples. Celui du pouvoir politique, bien sûr, mais la société civile en est-elle véritablement exempte de ces reproches qu'on pourrait faire ou de ces mobilisations? Le milieu universitaire lui-même ne connaît-il pas aussi des formes d'autoritarisme à l'encontre des étudiants, naturellement, mais aussi à l'encontre des chercheurs, des enseignants qui pensent autrement? On dit les autres penseurs, en fait. N'est-il pas aussi lié à la nature de notre métier, la recherche, l'absence de codification, voire de hiérarchie? Ça va être repris dans les papiers qui vont venir. Nous ne l'avons pas
peut-être un peu traiter notre métier de façon peut-être légère. J'ai fait de la recherche pendant 40 ans en Iran, à commencer par ma thèse dans les années 1980. Tout au long de ces années, nous étions peu nombreux à défendre nos collègues qui étaient inquiétés par les autorités politiques, notamment à partir de 2009. Mais la menace sur la recherche n'est pas le monopole des situations autoritaires. Les démocraties libérales n'y échappent pas, et tout à l'heure, évidemment, Béatrice Hibou va nous en parler. Surtout, j'ai été en but, tout au long de ma carrière, aux soupçons, et pas seulement de la part des autorités politiques. Soupçons quant à mes objectifs, quant à mes financements, quant à mes analyses. Prise en tenaille entre ceux qui me reprochent d'être trop critique et ceux qui m'accusaient d'indulgence à l'égard de la République islamique, alors que mon propos était tout simplement et tout naïvement d'étudier la société. Il n'est pas toujours simple d'étudier sa propre société en tant qu'ethnologue. Ce ne sont pas les Français qui vont me contredire. L'ethnologie s'est faite à l'étranger, hors les frontières de la France, dans les sociétés dites détentrices de l'art premier, pour ne pas dire l'art primitif. Les autres ne sont pas toujours faciles à étudier. Enfin, nous, on n'est pas facile à étudier, alors que les autres sont toujours très faciles à étudier. Porter des accusations, des jugements sur les autres, il paraît que c'est la chose la plus facile. La sociologie en Iran n'a réellement pas coupé avec sa tradition de dérivation. On passe en vue toute une série de livres, de théories, etc. sur l'Occident pour en ajouter qu'un petit chapitre sur l'Iran. D'une certaine façon, on fuit un peu la réalité, le présent, vers des recherches sur le présent. Ce qu'il faut bien voir, c'est que mon arrestation et mon inculpation sous le chef d'atteinte à la sécurité nationale, et même dans un premier temps d'espionnage, s'est inscrit pour moi dans un certain continuum. D'abord, en Iran, le métier de chercheur, peut-être il est connu, mais en fait, il n'existe pas en tant que tel. La recherche rime avec l'agent 007, ça fait un peu de l'espionnage. On a un exemple typique dans l'histoire de l'Iran, c'est la référence qui arrive toujours, c'est Madame Lambton, qui est une grande spécialiste britannique, grande spécialiste de la question foncière britannique, qui travaillait pour les services de sécurité. Et à chaque fois qu'on se présente en tant que chercheur, effectivement, on nous agite devant nos visages. Attendez, les chercheurs, ça peut être aussi des espions. Et donc, d'une certaine façon, faciliter l'exploitation, la dépendance, etc. A fortiori, lorsqu'il vit, la chercheur ou la chercheuse vit à l'étranger et est employé d'une institution universitaire étrangère, on est encore plus attaqué. On me l'a toujours fait comprendre par des questions ou même par des silences pleins de sous-entendus. Lors de mes entretiens, mais aussi au sein de ma famille ou dans mes relations amicales, ou enfin même entre les détenus en prison, on m'a toujours dit que finalement faire la recherche rimait avec l'espionnage. Je me souviens d'une co-détenue qui me disait « Mais franchement, Fariba, les Français auraient pu recruter quelqu'un d'autre si ce n'était pas par ton intermédiaire qui voulait bien filtrer la société iranienne. » Ça me donnait une fierté parce que finalement, je pouvais faire grand-chose en même temps. La finalité de notre métier est toujours mise en doute. C'est comme conclusion de ce point. Sur les réseaux sociaux ou dans la diaspora, les Iraniens ne cessent pas, ne s'arrêtent pas de traiter de soupçonner, de traiter d'espions les uns aux autres. C'est une pratique constante. Nombre d'universités européennes ont partagé ce soupçon, notamment en France, dès lors que j'évoquais la question de l'islam, de la pratique du voile, ou que je montrais la complexité de la société iranienne, l'irréductible aux clichés militants ou idéologiques à leurs yeux. Je dois dire que ni ma lettre ouverte à Ahmadinejad en 2009, qui m'a valu 2 ans d'interdiction
de séjour en Iran. Ni mon arrestation, ni ma grève de la faim de 49 jours pour défendre l'honneur de mon institution universitaire et de mon métier, ni mon retour en France après ces épreuves n'ont interrompu ce genre d'accusation. J'en conclus que la liberté scientifique est mise en danger non seulement par les régimes autoritaires, ça c'est pas une scoop, c'est un régime autoritaire, de toute façon il fait ce qu'il lui plaît, mais aussi et surtout, et c'est ce qui m'intéresse, mais aussi par les bonhommes de l'engagement politique et par notre propre milieu, société d'élite et surtout élitiste, peu tolérant et peu ouvert à des analyses ou à interprétations, pour le dire rapidement, non conformistes. Comment ai-je pu ne pas voir, ne pas prendre au sérieux tant de questions, tant de suspicions, tant de soucis, tant d'interrogations? Là, j'ai envie de dire que vraiment, j'ai manqué peut-être à mon métier. Je dirais que c'est un peu l'insoutenable légèreté de la chercheur que j'étais. Je n'en suis pas très fière. Toutes ces questions étaient de façon permanente avec moi. Et un beau jour, je me suis fait arrêter. Aujourd'hui, je me pose beaucoup plus de questions. Comment je pourrais reprendre ce dialogue avec cette population qui ne fait tout simplement pas confiance au métier de chercheur. Je finis, Mounia, je sais que j'étais long. Je finis parce que je voudrais aussi insister sur un dernier point, c'est que la liberté de la recherche, c'est la liberté de la recherche évidemment scientifique, donc ça concerne les hommes de la science, les sciences sociales, mais aussi, et j'aimerais beaucoup insister, mais aussi les sciences religieuses. En Iran, les clercs, les théologiens payent un lourd tribut à la répression idéologique et à la violence de son opposition. Ce n'est pas une affaire de l'islam. Au sein de l'Église catholique, des chercheurs comme de Chardin ou Michel de Certeau ont été eux aussi marginalisés et censurés. Et je dirais un dernier mot, la pensée comme l'art doit être libre par rapport au pouvoir politique, au pouvoir économique et au pouvoir religieux. C'est notre devoir d'y veiller car il y va de l'avenir de la démocratie, mais aussi de la transmission aux jeunes générations et notamment aux étudiants, de la possibilité d'une pensée critique, indépendante et désintéressée. Je vous remercie. Merci beaucoup Fariba pour tes remerciements et pour tout ce que tu as dit. C'est extrêmement important. Tu as insisté sur un point qui va faire l'objet de la discussion de la première table ronde, c'est que finalement l'éventail des atteintes aux libertés des chercheurs et des chercheuses est très très large. Donc on a d'une part les arrestations, l'assassinat comme celui de Giulio Regeni en 2016, enfin on a les tortures que des chercheuses et chercheurs ont subies, enfin il y a tous ces cas-là. Et puis de l'autre côté de l'éventail, nous ne pouvons pas ignorer les pétitions qui se multiplient depuis le 7 octobre 2023, dénonçant les atteintes à la liberté académique en Europe, en Amérique du Nord. Et donc, avant de parler de ce combat auquel tu nous as appelés depuis ta geôle et auquel tu continues à appeler, j'aimerais qu'on fasse le point, que vous fassiez le point dans un premier temps, pour savoir de quoi on parle. Hein, liberté académique, liberté scientifique, à quoi renvoient ces distinctions. Donc, qui souhaite prendre la parole pour commencer ? Je la prendrai alors puisque tu me l'offres si généreusement, Béatrice. Merci Mounia, merci à l'Université de Lausanne pour l'organisation de cette table ronde. Merci à vous toutes et tous d'être là. Je dois dire que je suis assez impressionné de voir combien vous êtes à avoir renoncé à une fin d'après-midi ensoleillée sur une terrasse pour rendre hommage à Fariba et réfléchir avec nous sur la question des libertés scientifiques. Donc très heureux de pouvoir être là. Ému, forcément. Peut-être que ce ne sera pas moi le premier. Si, ce sera moi le premier quand même. Et forcément, j'arrête de te regarder, Fariba, et forcément ému d'être là aussi après si longtemps.
quelques points que je voulais souligner. Tout d'abord, je voulais revenir peut-être sur une question qui a été au centre, enfin non, qui s'est décidée assez rapidement, mais au sein du comité. Mais là, je parle vraiment au nom de Béatrice, qui était avec Jean-François Bayard et d'autres, les chevilles ouvrières principales de ce comité. Une question sémantique, en fait. C'est vrai, on a tout de suite parlé de Fariba. On a insisté aussi pour dire que Fariba et Roland Marchal, à l'époque, étaient des prisonniers scientifiques et pas des prisonniers politiques, ce qui peut paraître un détail, parce qu'évidemment que derrière, l'arrière-fond de leur arrestation est profondément politique, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir maintenant. Mais il était important de dire que ça n'était pas pour l'expression de leurs opinions politiques qu'ils avaient été arrêtés, mais bien pour la simple pratique de leur métier, avec tout le sérieux et toute l'expertise que ça demande. Et ça n'a pas toujours été simple de faire passer ce message, notamment auprès des médias, etc. Mais je crois que finalement, ça a réussi peut-être le comité a réussi à le faire. Je crois que c'était un premier point qui était important. Un deuxième point qui a déjà été évoqué par tout le monde, sur lequel j'aimerais encore insister, je suis sûr qu'on le refera à de nombreuses reprises, ce serait assez simple en fait dans ce débat de dire qu'on a d'un côté les bad guys qui sont les régimes autoritaires, l'Iran ou la Turquie ou que sais-je ou d'autres, et puis ce sont les régimes où les libertés académiques sont en danger, les libertés scientifiques sont en danger, et puis on aurait les good guys où finalement tout va bien. Bien sûr, c'est pas la même chose d'être en danger pour l'exercice de son métier dans le contexte comme l'Iran, comme l'Égypte à une certaine période, ou que sais-je encore comme le Cameroun. Mais ce serait faux de voir une rupture ferme, enfin stricte comme ça, d'établir une rupture stricte entre d'un côté ces régimes dits autoritaires et l'exercice du métier de chercheur dans les régimes autoritaires, et puis l'exercice du métier de chercheur et de chercheuse dans nos pays. Je crois qu'on est sur un continuum vraiment, même s'il faut faire des distinctions sur le type de danger qu'on court, mais voir aussi comment la liberté académique, la liberté scientifique est un ouvrage qu'il faut 100 fois remettre sur le métier, y compris dans les contextes où on a l'impression que tout est joué et la liberté est acquise une fois pour l'autre. Je crois que mais il faudra vraiment que tu me fasses des signes, Mounia. J'essaierai d'être bref. Je voulais peut-être souligner 3 points dont on a eu souvent l'occasion de discuter, notamment en écho à l'appel que tu nous avais lancé, Fariba, sauvons les chercheurs, sauvons la recherche pour sauver l'histoire, qui a été souvent repris, parce que c'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup interpellés. Et je voudrais, il y a énormément de points qu'on pourrait souligner, mais peut-être 3 rapidement. Quels sont les enjeux là derrière, qui permettent peut-être aussi de dessiner un peu le périmètre de ce qu'est cette liberté académique ou liberté scientifique dont on parle. La première chose, et Dieu sait si le contexte, notamment depuis le 7 octobre, mais c'est de loin pas le seul, elle nous rappelle à quel point c'est difficile. La première chose, c'est la capacité de produire de la complexité ou des récits complexes basés sur des longues recherches. Et si on avait encore besoin d'une preuve de ton honnêteté scientifique, Fariba, il suffirait de se rappeler que tu as été critiqué aussi bien pour être trop pro-voile ou trop contre le voile, trop proche des islamistes ou trop loin. Enfin, et effectivement, cette voie médiane, elle est très difficile à trouver, mais elle est essentielle, et c'est essentiel de pouvoir défendre la capacité effectivement, de dire que les choses sont plus complexes. C'est ce qu'on adore de dire, nous, chercheurs en sciences sociales. C'est pas très sexy, mais c'est important, je crois. C'est important de le souligner. Le deuxième point aussi, c'est la défense des institutions académiques qui nous permettent d'exercer cette liberté, ou qui ne le permettent pas parce qu'elles n'existent pas, ou bien parce qu'elles ne font pas leur travail à ce niveau-là, mais en toute liberté aussi, et de rappeler à quel point l'institution académique en tant que telle doit être cet espace de débat, d'échange d'idées qui peuvent nous amener à un conflit sur des idées non partagées ou des opinions non partagées, mais des opinions qui doivent être basées sur une recherche et un travail généralement long. C'est d'autant plus important à rappeler dans le contexte actuel où opinion comme ça, glanée en 5 minutes sur une vidéo YouTube vaut aussi cher, entre guillemets, et semble avoir la même valeur que le travail de recherche de 20 ans avec une longue expérience, une longue exposition à toutes sortes de terrains. Dernier point que je voulais signaler aussi, qui est important, c'est les conditions matérielles de la recherche, qu'on peut décliner de toutes sortes de façons. Alors, il y a pour nous autres qui travaillons sur des terrains, dans mon cas, il s'agit de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, il y a la question de l'accès tout simple au terrain, enfin,
justement pas tout simple, mais plutôt tout compliqué actuellement. Si on regarde la carte qui est souvent utilisée comme référence, celle du ministère français des Affaires étrangères, on voit qu'il y a énormément de zones rouges et qu'il n'y a pratiquement plus de zones vertes. Et on est généralement, si on n'est pas dans le rouge, on est entre le jaune et l'orange, donc cet accès-là. Mais cet accès, bien sûr, il est parfois difficile pour nous, mais il est aussi beaucoup plus compliqué et beaucoup plus risqué pour les collègues qui sont sur place et qui exercent leur métier de chercheuses et chercheurs. Et d'avoir cette possibilité aussi de faire des va-et-vient dans les deux sens, c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour susciter et pour maintenir cet exercice de la recherche en liberté. Et là, ce serait trop facile aussi de dire que ce sont seulement les conditions au sud, entre guillemets, qui deviennent compliquées. Ce sont, et peut-être encore plus, les conditions d'accès au nord pour les chercheurs du Sud qui deviennent de plus en plus compliquées. On a tous été confrontés à un nombre impressionnant de demandes de visa par des collègues de différents pays du Sud global, entre guillemets, qui se voient refuser la possibilité de venir participer à une conférence, etc. Et ça aussi, ça fait partie, c'est même au cœur même de la discussion sur les libertés académiques, et c'est très important de défendre cette liberté-là. Encore un point sur le financement aussi, en travaillant régulièrement avec des collègues basés dans des universités africaines, je vois à quel point il est difficile de trouver des financements indépendants pour la recherche sur place. Il y a un sous-investissement massif dans l'éducation en général, qui remonte aux années d'ajustement structurel, mais pas seulement. Et de plus en plus, ce qui conduit la recherche, c'est le consulting, et ce qui fait que nos collègues n'ont pas la capacité, comme nous l'avons, de pouvoir définir les objets sur lesquels ils veulent porter leur attention, parce qu'il faut aller chercher un financement à gauche et à droite, qui est généralement de courte durée et qui les oblige. La question des financements est importante aussi chez nous, mais je crois que dans les universités africaines, en tout cas d'Afrique subsaharienne, elle est beaucoup plus aiguë en fait, et elle limite d'autant plus l'exercice de la liberté scientifique. J'ai certainement dépassé mes 5 minutes, je vais m'arrêter là. Oui, parce qu'on a 3 intervenants principaux dans ce premier axe, puis des réactions, et puis du deuxième axe, on refera un deuxième tour de table avec d'autres intervenants. Merci. Patrick. Ok, merci Mounia, merci beaucoup, merci aux organisateurs de l'événement pour l'invitation. Je ne sais pas si je serai aussi pertinent que Didier Pécla, mais j'essaierai simplement d'intervenir, de parler de certaines expériences marquantes en rapport avec la question des conditions académiques d'exercice de la recherche au Cameroun. Et peut-être dans le cadre du second panel, je parlerai de mon expérience en tant que boursier d'excellence de la Confédération suisse. Alors, pour le cas du Cameroun, 2 expériences, 2 cas me semblent importants à relever. Premièrement, dans les universités camerounaises, c'est premièrement les sujets, les thématiques. On ne traite pas de tous les sujets. Au sein des départements de sciences politiques, on ne parle pas de tous les sujets. On ne peut pas jeter la lumière de l'intelligence et de l'analyse critique et scientifique sur n'importe quel sujet. Il y a des sujets intouchables, blasphématoires et même qui sont interdits. Je pense notamment à la question de la formation de l'État, à la figure du chef de l'État, à son pouvoir. Tout cela, dès qu'on y pense, dès qu'on y touche, on est immédiatement sur le viseur de la répression ou de la censure. Un exemple qui pourrait illustrer cela et qui est très récent, qui date de février 2024, c'est celui d'un enseignant de sciences politiques à l'université de Bertois qui a donné un sujet de réflexion à ses étudiants de Master 1 dans le cadre d'un examen de rattrapage. Le sujet s'intitulait, puisqu'il est long, je vais le lire, « L'élection présidentielle camerounaise de 2018 a eu pour vainqueur Paul Biya ». Paul Biya, c'est le président actuel qui est en exercice depuis 1982. Candidat du RDPC avec 71,28% des suffrages exprimés. Selon vous, ce succès est dû à la force de ce parti politique ou plutôt à la fraude électorale du système gouvernant? Alors, ça, c'est une question qui a été posée par le professeur. Ça mettait un point d'interrogation à la victoire du président. Immédiatement, les réactions du recteur et du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques qui ont traduit l'enseignant en conseil de discipline. Et puis, l'enseignant en question, je pense qu'il y a quelques jours, il a posté la plainte qu'il a déposée à la police judiciaire disant qu'il recevait des menaces de mort. Et ce,
malgré le fait que le chef de département de sciences politiques de cette université ait expliqué aux doyens que, en fait, ce que l'enseignant attendait des étudiants, c'était de montrer justement que le pouvoir avait gagné les élections. Donc, on attendait des étudiants, de montrer que l'argument de la fraude électorale, c'est l'argument des perdants, de l'opposition en l'occurrence, et deux, de montrer qu'il y a des atouts, de relever qu'il y a des atouts, des prérequis qu'il faut remplir pour gagner une élection et que le parti au pouvoir avait rempli ces prérequis. Donc, malgré ça, il continue de recevoir des menaces de mort. On voit donc qu'à partir de cet exemple, l'immixtion en tout cas du politique dans un exercice aussi banal que celui d'un examen académique, d'un examen de rattrapage. La conséquence, peut-être que je peux me tromper, mais la conséquence de ça, c'est que la science politique telle qu'elle est pratiquée dans les universités camerounaises est une science du droit public, une science des institutions publiques et non pas une science des logiques de pouvoir et de domination. Ça, c'est pour les sujets. Maintenant, le deuxième cas d'expérience, c'est celui de la gestion, ce que j'appelle la gestion autoritaire des conditions d'études et de réalisation des études pour les étudiants. Un exemple, en décembre 2023, les étudiants se sont organisés en collectif pour demander aux doyens, au recteur, un certain nombre de choses, en l'occurrence l'ouverture de la bibliothèque centrale de l'université qui avait été fermée pour on ne sait pourquoi. Et le recteur, très fâché, parce que les étudiants menaçaient de faire grève, le recteur, très fâché, a convoqué une réunion. Pendant cette réunion, il a menacé les étudiants de les radier de la liste de l'université. Certains l'ont même été. Et pour essayer de régler les choses, à l'issue de cette réunion, le collectif des étudiants a adressé une lettre au recteur pour demander pardon sous la forme d'un acte de contrition. Je vous lis quelques mots de cette lettre. Elle dit: à la suite de la réunion de concertation du 5 janvier 2024 que vous aviez conviée, nous nous sommes rendus compte de la gravité de nos actes et en toute humilité, nous vous présentons une fois de plus nos sincères excuses. Par ailleurs, nous souhaitons vous dire à quel point nous regrettons la tournure prise par notre action. Nous ne voulons aucunement être des ingrats au vu des innombrables actions que vous avez entreprises depuis votre arrivée à la tête de notre institution. Donc ça c'est pour le Cameroun et je pense que je pourrais m'arrêter là, mais pour montrer justement ces deux pans, l'immixtion du politique dans les réflexions, dans la pensée à l'université et puis cette gestion autoritaire des revendications qui peuvent permettre notamment aux étudiants de travailler adéquatement. Merci. Merci beaucoup Patrick pour ce témoignage qui vaut en effet au-delà du Cameroun, mais c'était important de l'écouter. Merci beaucoup. Merci encore une fois, merci Mounia, merci Fariba de nous permettre d'être tous là. Et puis, toutes mes excuses, Mounia, puisque je n'ai pas du tout préparé ce que j'avais dit à Mounia que je préparerais, mais elle est très flexible. Et parce qu'il m'a semblé important de partir en fait de l'actualité et de réfléchir à ce qu'est la liberté scientifique par ce que nous sommes en train de vivre à Sciences Po. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe, mais en gros, lors de la journée européenne de soutien aux universités et aux universitaires et étudiants palestiniens, le 12 mars, l'amphithéâtre Boutmi, donc le principal amphithéâtre de Sciences Po, a été occupé par des étudiants pro-palestiniens qui ont organisé des débats. Et tous les étudiants qui le voulaient étaient invités à y participer, qu'ils soient pro ou pro-palestiniens ou pro-israéliens. Mais une étudiante a été interdite d'entrer en étant qualifiée de sioniste. Et ce cas a été rendu public par l'Union des étudiants juifs de France, accusant les étudiants d'antisémitisme. Et cela, évidemment, a été relayé par les médias et aussi par la direction de Sciences Po qui a alimenté cette accusation en ouvrant une enquête
disciplinaire et en déférant le cas devant le procureur de la République. Et plus, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole en Conseil des ministres pour dire son courroux devant l'expansion grandissante de l'antisémitisme, antiféminisme peut-être aussi, dans l'université, à commencer par cette institution d'élite qui est Sciences Po. Et le lendemain, le Premier ministre, accompagné de sa ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, se sont invités au conseil d'administration de Sciences Po, dont l'ordre du jour était la succession à la tête de l'institution, mais pour une toute autre raison, et pour redire que le gouvernement ne laisserait rien passer et qu'on ne pouvait accepter de telles dérives. Alors, évidemment, le problème est que les faits relayés sont largement erronés. Comme l'ont immédiatement fait savoir les organisateurs et comme cela a été corroboré par un groupe d'étudiants juifs de Sciences Po qui ont dénoncé l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, ces derniers ont pu sans problème participer à la réunion, qu'ils soient pro-palestiniens ou non. Et l'étudiante qui a été interdite d'entrer dans l'amphithéâtre ne l'a pas été parce qu'elle était juive ou sioniste, mais parce qu'elle avait été repérée par les étudiants comme étant quelqu'un qui filmait les étudiants pro-palestiniens à leur insu et qui diffusait ces enregistrements, ces photos sur les réseaux sociaux, permettant, et notamment des sites d'extrême droite, permettant le cyberharcèlement des personnes ciblées, ce que d'ailleurs elle s'est rétractée dans ses accusations, disant qu'effectivement elle n'avait pas été et qu'elle n'avait pas entendu avoir été ciblée et qualifiée de sioniste. Alors, qu'est-ce que cet épisode, somme toute banal, nous dit des atteintes aux libertés scientifiques aujourd'hui en France? Alors, le plus évident et le plus flagrant, c'est que la prise de parole du chef de l'État et la venue du Premier ministre et de sa ministre au conseil d'administration d'une université constituent des violations du principe d'autonomie des universités qui sont pourtant si chers aux politiques néolibéraux, mais on doit bien constater que cette autonomie a une fâcheuse tendance à se cantonner à l'autonomie financière ou à l'autonomie des présidents d'université. C'est une immixtion qui est brutale, qui est flagrante, qui est même rudimentaire du politique dans le monde universitaire. Mais ça a été immédiatement relayé par d'autres politiques, puisque et la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont relayé ces accusations. Alors, cette émission a été dénoncée par les doyens et les responsables de Sciences Po, mais simplement au bout de 4 jours, après que des étudiants, des chercheurs et des enseignants de Sciences Po aient lancé des pétitions ou écrit des tribunes. Donc, même une violation aussi flagrante a, dans un premier temps, été acceptée, ou du moins n'a pas été considérée comme inadmissible. Le deuxième point, c'est que cette immixtion est aussi beaucoup plus insidieuse à travers d'autres acteurs, à travers les médias, bien sûr. Et il faut rappeler, et ça c'est très connu, que ceux qui ont lancé l'affaire sont nettement liés à la droite, voire à l'extrême droite. Vous connaissez en France l'influence de la sphère Bolloré dans les médias, et qui ont un programme idéologique anti-intellectuel, mais aussi et surtout réactionnaire et conservateur, avec des accusations évidemment d'antisémitisme, mais aussi d'islamo-gauchisme, de wokisme, des choses que vous connaissez aussi en Suisse. Autres acteurs, les services des pays étrangers. À travers les réseaux sociaux, vous avez aussi les jeux de pays étrangers. Dans ce cas,
il faut rappeler que vous avez différents groupes. Brigade juive, qui a été récemment rebaptisée Dragon Céleste, un autre groupe, Swords of Solomon, ou bien Am Israel Team Action, qui sont des groupes qui pratiquent le doxing à l'encontre de militants, de journalistes, d'élus, d'avocats, de chercheurs jugés pro-palestiniens, en publiant leurs coordonnées personnelles sur les réseaux sociaux pour déclencher une campagne de harcèlement contre eux et contre leurs proches. Mais évidemment, je rappelle cela pour rappeler aussi une chose beaucoup plus générale, c'est que c'est quelque chose qui est très répandu. On a eu en France un rapport du Sénat pour montrer l'ingérence importante de la Chine dans les universités. Et on connaît le pouvoir d'influence aussi bien de la Russie, des pays du Golfe, pour ne citer que les plus connus. Enfin, troisième point, troisième type d'acteurs, ce sont les universitaires eux-mêmes et les étudiants qui n'ont pas été les moindres, évidemment, dans la diffusion, et plutôt dans la mise en récit de cet épisode. Et on l'oublie souvent, et c'est effectivement, Fariba l'a rappelé et le rappelle toujours, ce sont ces accusations d'être pro ou anti-régime proviennent en premier lieu du monde universitaire lui-même. Et en France, dans le contexte actuel de l'après 7 octobre, on peut se rappeler, par exemple, la violence des polémiques entre, d'une part, Didier Fassin et, par exemple, Bruno Karsanti et Luc Boltanski dans les colonnes de journaux, en l'occurrence d'AOC. Ce qui pose la question fondamentale de la liberté scientifique, notamment 2 points sur lesquels je voudrais conclure. L'une, c'est la question des catégories analytiques. L'intrusion de catégories du langage politique et du langage commun dans le débat universitaire et même dans la recherche scientifique. Alors évidemment, avec l'acceptation de catégories ou le floutage ou la transformation de sens de mots comme terroriste, comme wokisme, comme islamo-gauchiste, mais aussi des glissements et des confusions, évidemment, antisémitisme, antisionisme, enfin, l'antisémitisme étant devenu l'adjectif ou le substantif plutôt d'accusation, alors même qu'il recoupe des situations où on peut être soit antisioniste, soit même sioniste et anti-gouvernement israélien. Et donc, ça rappelle aussi un point fondamental qui est que la liberté scientifique, c'est aussi la liberté et une rigueur méthodologique. Le deuxième point, c'est la question fondamentale de la neutralité axiologique. Dont Weber et à sa suite la communauté scientifique a fait la condition sine qua non du travail scientifique. Mais 2 nuances fondamentales doivent être posées à ce sujet. D'une part, c'est que la traduction exacte du terme allemand, dont je vous épargnerai la prononciation, n'est pas neutralité axiologique, mais liberté de valeur. Et ça change tout. Et Weber exprime cette position dans une situation bien précise. C'est lorsque le professeur est en face de ses étudiants, autrement dit, quand on est en position de pouvoir et donc d'asymétrie. Et dans ce cas-là, dit-il, il faut être clair quant aux valeurs qui sous-tendent une réflexion. Mais le deuxième point qui me semble plus important encore, c'est que pour Weber, il ne s'agit en aucun cas de poser comme antinomique activité scientifique et expression de conviction. Et en réalité, Weber affirme, et je le cite, « Il n'y a pas la moindre parenté interne entre l'absence de conviction et l'objectivité scientifique, objectivité avec des guillemets. » Et donc, au contraire, Weber affirme haut et fort qu'il ne convient pas de confondre 2 registres,
il parle de façon très imagée et très belle de deux provinces de l'esprit. Et donc, il ne faut pas les confondre, mais il s'agit au contraire d'assurer une égale dignité à ces deux provinces de l'esprit. Autrement dit, et comme le rappelle Weber dans sa conférence sur la vocation-profession du savant, la passion de l'intellectuel, c'est la poursuite de l'honnêteté intellectuelle sans compromission et dans une rigueur qui amène à reconnaître des faits désagréables, mais quand Weber dit des faits désagréables, c'est sous-entendu pour sa propre opinion partisane, ce qui ne veut pas dire éviter d'exprimer des convictions et des jugements de valeur, ce qui est la lecture erronée de neutralité axiologique, mais de distinguer ce qui relève de la conviction et des jugements de valeur de ce qui relève de l'activité scientifique rationnelle. Alors pour conclure, juste un petit clin d'œil qui pourrait apparaître ironique et anecdotique, mais qui me semble très révélateur et important de ce qui se joue aujourd'hui. C'est que tout cet épisode que je vous ai rapidement relaté arrive alors que le directeur de Sciences Po avait été nommé par France Université à la tête de la mission sur les libertés académiques. Et ce que l'on a vu à l'œuvre dans ce triste épisode, en fait, c'est bien une défense sans doute à court terme et problématique de Sciences Po face aux attaques du monde médiatique et politique. Une réponse d'abord par acceptation et déni et ensuite par une timide réfutation, mais en aucun cas une défense de la liberté des pratiques scientifiques. Et c'est pourquoi, et je réponds à ta question, c'est pourquoi je tiens à la liberté, à l'expression liberté scientifique et non pas liberté académique. Liberté académique, d'une part, en français, c'est un anglicisme, mais surtout, ça renvoie à l'univers des institutions et de toutes leurs normes, dont un certain nombre de travaux ont désormais montré le caractère contre-productif en termes de liberté de recherche, y compris en ce qui concerne les normes éthiques. Et donc la liberté scientifique, au contraire, pour moi, renvoie à la science comme acte de critique et acte de création. Merci. Merci beaucoup, Béatrice. Je te demanderai d'éteindre voilà. Tu soulèves un certain nombre de questions extrêmement importantes. Enfin, vous soulevez toutes et tous ces questions-là. Moi, j'aimerais bien entendre... Myriam, est-ce que tu nous entends? Ah, maintenant, je t'entends, oui. Oui, donc je voulais dire, on voit là qu'on a des définitions de ce que c'est que la liberté scientifique ou la liberté académique qui sont ancrées dans des expériences bien précises. Et toi, en tant que présidente du comité Academic Freedom de la MESA, comment tu réagis à ce qui a été dit par Didier, par Béatrice Iboup et par Patrick Bellinga. Quelle est votre définition, vous? Est-ce que vous rentrez dans... Et puis, tu m'as appris que vous avez ajouté une nouvelle appellation à votre comité, donc de liberté d'expression. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à ajouter aussi cette dénomination? Alors, pour moi, et pour préciser, Mounia, je ne suis pas Pardon, Myriam, je vais demander à augmenter le son, si possible. C'est déjà au plus haut, au plus haut. Alors, pour moi, il faut que je commence par préciser
que la comité de la liberté académique, le CAF, c'est un comité qui appartient à l'association de MESA, de Middle East Studies Association, et qui consiste de deux ailes. L'aile que je dirige, c'est sur les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et il y a une autre aile qui est dirigée par un collègue à moi, qui s'intéresse aux violations des libertés académiques aux États-Unis et au Canada. Et il y en a plusieurs maintenant. Maintenant, cette aile sur les États-Unis et le Canada, qui avait autrefois 8 membres, il a, depuis le 7 octobre 2023, 12 membres, parce que les atteintes à la liberté académique et la liberté d'expression sur les campus en Amérique et au Canada, ces derniers mois sont énormes et très, très durs. Pour nous, pour nous, academic freedom est conçu comme la liberté des professeurs, des chercheurs et des étudiants, ainsi que des bibliothécaires et des traducteurs, de mener des recherches et de diffuser librement leurs résultats, d'enseigner comme bon leur semble, de donner des conférences académiques, d'accepter des bourses ou des résidences universitaires à l'étranger, ou voyager pour assister aux conférences et une réunion scientifique. Pour les étudiants, elle comprend le droit à l'éducation, et cela veut dire, entre autres, la liberté d'accès aux études, qui n'est plus possible au Gaza, et n'est pas évidente en Palestine plus généralement, ni au Soudan, et non plus en Iran pour ceux qui étaient arrêtés pendant les manifestations ces derniers 15 mois. Par ailleurs, pour nous, la notion de la liberté académique inclut la liberté des professeurs et chercheurs de non seulement mener leurs activités professionnelles et intellectuelles, mais même d'être engagés dans des activités liées à leur travail scientifique, ou bien pour garantir le respect des droits humains et civils, que ce soit en dehors de campus. Alors pour nous, la liberté d'expression fait partie de la liberté scientifique et académique. Et cela veut dire qu'en principe, les commentaires des professeurs, des chercheurs, des étudiants sur la vie politique, économique, sociale et leurs commentaires qui apparaissent dans les médias ou sur les réseaux sociaux sont protégés et sont à défendre. Et nous défendons ce droit aussi. Alors, depuis un certain temps, on a ajouté la liberté de l'expression à notre définition de la liberté, les libertés scientifiques et académiques, parce qu'on estime que les scientifiques, les intellectuels, c'est leur métier de réfléchir sur le quotidien et donner des appréciations personnelles de quotidien qui sont basées à leur travail intellectuel et à leur métier. Merci beaucoup, Myriam. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent intervenir sur cet axe. Est-ce que vous avez la même définition à la Frey Universitat toi, Florian Kochtal, en tant que chef du Global Responsibility du programme, je pense que tu as... C'est un grand mot, ouais. Pardon. Non, je voudrais réagir aux différentes interventions parce que je crois que
c'est ce qu'on peut observer un petit peu, surtout dans le Cameroun, mais aussi dans le cas que Béatrice Iboun nous a présenté, c'est que ce consensus sur les libertés académiques et scientifiques, actuellement, même au sein des institutions même, elle ne fait plus consensus. Et je crois que ça, c'est un cas de figure nouveau. Si on va en arrière, une quinzaine d'années, parler de l'académie scientifique et de liberté académique et liberté scientifique, ça relevait un petit peu un sujet pour célébrer le 50e anniversaire de l'université, etc. C'était un peu un sujet délaissé par les chercheurs. Et je crois que à travers de différentes, disons, développements, à la fois l'accueil des chercheurs en exil, en danger, en premier lieu, mais en deuxième lieu, le conflit Russie-Ukraine, qui a conduit à une coupure complète de la coopération avec les institutions russes, et maintenant le conflit du Proche-Orient. On voit comment ce sujet revient au centre du débat. Et je crois que c'est très important de voir comment l'amener. Et je crois que l'intervention de Fariba l'a bien montré, que l'implication des chercheurs eux-mêmes dans ce sujet est extrêmement importante. C'est là où on peut to achieve something, où on peut voir des résultats très concrets. Et pourquoi je dis ça? Parce que je crois, quand on compare les différentes disciplines, on voit toujours qu'il y a un nombre de chercheurs qui dit « Ah, ce cas-là, ça ne me concerne pas ». C'est vraiment juste à partir du moment où on est touché soi-même, qu'on fait attention à ce valeur de la liberté académique et liberté scientifique. Et c'est très important, par exemple, je crois, le support, le soutien des associations professionnelles comme la MESA, par exemple, parce qu'eux, ils peuvent réunir les différentes voix. Et ce qui est encore plus important, c'est sortir d'une association qui s'occupe d'une ère culturelle pour trouver des alliés au sein des institutions, au sein des disciplines, c'est-à-dire, par exemple, les historiens, les politistes, qui ne travaillent pas sur une ère culturelle spécifique, mais qui travaillent sur le sujet plutôt en général. Je crois que c'était plutôt un commentaire que des questions, mais voilà. Oui. D'accord. Très bien. Bon, donc, du coup, ça nous amène tout de suite vers le deuxième axe. Donc, Fariba, lors de notre discussion, disait, maintenant, parce qu'elle est revenue révolutionnaire de prison, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment poursuivre la mobilisation? Mais avant d'arriver à cette question sur le que faire, je plaisantais, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Evelyne, ils ont fait de toi une marxiste-léniniste, donc elle est dans ce que faire. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur les expériences qui ont été menées par les unes et les autres. Vous avez des modes de fonctionnement assez différents, que ce soit le CAF pour la MESA ou l'expérience de Florian Cochetal pour la Frey Universitat ou pour Bernard de Barbieux en tant que quand tu as été doyen de la faculté des sciences de la société à l'UNIJ. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur les modes de fonctionnement, sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et puis après, donc, il y a cette question de comment renforcer les capacités de mobilisation des chercheuses et des chercheurs, abstraction faite de leur discipline. C'est quelque chose que nous avions relevé au sein du comité scientifique. Très, très difficile de mobiliser au-delà de nos petits cercles, Et comment donc mobiliser au-delà des pays d'origine, au-delà de l'ancrage institutionnel ou l'absence d'ancrage institutionnel
de l'insertion ou de l'absence d'insertion dans des réseaux internationaux, puisqu'il y a énormément de chercheuses et de chercheurs dont on ne parle pas, qui ne font pas partie des réseaux ou qui peuvent être accusés d'islamisme ou de je ne sais quoi, et dont personne ne va soutenir la cause. Et puis, il y a aussi une question extrêmement importante pour nous, c'est comment garantir la sécurité des chercheurs sans sombrer dans les approches sécuritaires. Donc, il y a l'expérience des fonctionnaires défense en France, et puis il y a d'autres expériences, notamment une expérience dans votre université, Florian, qui serait intéressante à aborder. Donc peut-être que si vous voulez bien, je voudrais d'abord donner la parole à Myriam, puisqu'elle risque de devoir nous quitter peut-être un peu plus tôt, vu qu'elle a un cours. Donc Myriam, est-ce que tu peux nous rappeler comment fonctionne le comité d'action, le comité d'Academic Freedom? Je sais que dans le cas de Fariba, il y a eu un contact entre le comité de soutien et vous, mais comment vous fonctionnez habituellement? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins aussi? Bon, merci. Et merci pour m'avoir invité, et je suis très heureuse d'être parmi vous. Et Fariba, je suis très heureuse, ravie de te revoir. On s'est rencontrés au début des années 80 et 90 plutôt, et je suis ravie de te revoir avec nous. Comment fonctionne notre comité? Nous avons les deux ailes, et moi je suis la chaire de l'aile qui s'occupe des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ça veut dire les universitaires qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas, dans ces pays-là, et dont leur liberté a été violée, et ils sont menacés ou emprisonnés ou cela. Ou bien des chercheurs qui vont là-bas dans ces pays-là pour faire de la recherche, et une fois là-bas, comme Fariba, ils sont arrêtés. Il y a quelques-uns, il y a ceux qui ont la double nationalité, il y a eux qui sont une seule nationalité, ils sont des gens qui viennent de l'Europe ou d'Amérique qui vont dans ces pays pour faire leur recherche. Comment fonctionne le comité? Dans le comité, l'aile que je dirige, nous sommes une quinzaine de personnes, et le comité est structuré en équipes par pays ou région. Par exemple, on n'a pas les pays de Golfe, les monarchies de Golfe, c'est une équipe. Alors nous sommes divisés en équipes par pays et expertise. Et nos équipes comprennent entre un seul jusqu'à 7 membres chacun. Aujourd'hui, l'équipe de l'Égypte, de la Turquie et de l'Iran ont chacun 3 membres. L'équipe qui s'occupe de la Palestine, qui autrefois avait 4 membres, a aujourd'hui 7 membres. Chaque équipe est constituée par des professeurs ou chercheurs qui sont la plupart du temps originaires de ces pays-là, ou qui ont une spécialité particulière dans le pays ou les pays concernés. Chaque membre de chaque aile suit normalement les infos et la vie scientifique et universitaire du pays, et c'est surtout par
par nos spécialistes, nos membres, qu'on apprend des nouvelles sur les cas de violation. Mais aussi, nous sommes informés par des individus résidant dans un de ces pays ou ayant contact avec les chercheurs là-bas, ou bien par des collègues ou des institutions ou d'autres réseaux dans le pays même ou ailleurs. Nous obtenons aussi l'information par des canaux médiatiques concernés. Ça veut dire nous sommes informés par plusieurs pistes. Par exemple, dans le cas d'un Égyptien qui était étudiant en Italie, qui était arrêté en Égypte lors d'un voyage familial, c'était un groupe de soutien formé par ses profs et camarades de classe en Italie qui a pris contact avec nous. Dans le cas de Fariba, nous avons appris les premières nouvelles de son arrestation par une annonce de Radio Zamaneh postée sur Facebook par une collègue iranienne. Une fois... Myriam, à quelle date? Tu te rappelles à quelle date? C'était une semaine ou deux après son arrestation, tout au début. J'ai tous les documents, je peux vous donner tous les documents, les détails plus tard. Et après ça, on a pris contact avec Béatrice, on était en contact avec elle, on a des nouvelles par plusieurs personnes, même par des personnes qui étaient arrêtées au même temps, qui étaient en prison au même temps que Fariba et qui sont sorties et qui nous ont donné des détails aussi. Une fois qu'on apprend la nouvelle, on commence à faire de la recherche pour avoir autant de détails vérifiés pour bien comprendre les circonstances d'abord. Et ensuite, on essaie de prendre contact avec l'individu lui-même ou bien avec ses proches pour demander si elle voudrait qu'on intervienne. Parce que très souvent, on ne veut pas qu'on intervienne. Intervenir avec une lettre de protestation adressée à l'autorité qui a commis la violation ou qui en est responsable. Alors, on a envoyé des lettres au chef d'État de la République islamique dans le cas de Fariba, mais on envoie nos lettres aussi à d'autres entités, par exemple à l'ONU, à l'Union européenne et d'autres instances non gouvernementaux qui s'impliquent dans les situations ou contextes pareils. Myriam, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui... on a abordé cette question. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins? C'est la question que pose Fariba. Donc finalement, comment poursuivre la mobilisation dans un cadre, continuer comme ça dans un cadre institutionnel? Comment aller au-delà de la fragmentation de la mobilisation? Est-ce que tu peux répondre très brièvement à cette question? Oui. Alors, on a l'impression que nos lettres, il faut dire que c'est très rare qu'on reçoit des réponses à nos lettres. C'est presque jamais qu'on répond, qu'on reçoit des réponses. C'est surtout le gouvernement d'Israël qui nous répond. Mais sinon, c'est très rare qu'on ait des réponses. Par contre, on sait que des fois, dans les interrogatoires, le chercheur pour lequel on a écrit, on leur demande quel est le lien avec le MESA, quel est leur lien avec le MESA. Alors, on a l'impression
que les gouvernements sont embêtés par nos lettres. Ils ne nous répondent pas, mais peut-être ils sont un peu embêtés. Et d'ailleurs, des fois, j'ai voulu vous expliquer que très souvent, nous collaborons avec d'autres associations professionnelles comme le BRISMES, qui est l'association britannique pour les études du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Très souvent, on collabore avec eux, mais des fois, on décide de ne pas signer des lettres ensemble parce qu'on estime que peut-être recevoir plusieurs lettres pour la même personne, la même individu qui était arrêté est plus embêtant pour les gouvernements que recevoir un seul. Alors, nous préférons embêter le gouvernement. Merci Myriam. Est-ce que, malheureusement, on a un temps limité. Est-ce que tu veux bien conclure? Oui, non, j'ai voulu dire que l'autre chose, que quand les circonstances changent et les circonstances, on envoie encore plus de lettres. Des fois, il y a un Iranien, Abdelrazak Jalali, on a écrit pour lui 9 fois parce que sa situation est devenue de plus en plus difficile. Il était même condamné à l'exécution et on a appris qu'il allait être exécuté. Alors, selon le cas et les changements de cas, on écrit davantage. Mais je crois que la mobilisation, c'est bien de le faire ensemble, de nous collaborer ensemble, mais aussi de continuer le travail indépendamment aussi. Merci beaucoup, Myriam. Bernard de Barbieux. Oui, merci Mounia, merci Fariba de m'avoir fait venir ici. C'est un grand plaisir pour moi. En même temps, je me sens pas mal décalé par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant parce que j'ai aucune réflexion théorique sur la liberté académique, sur la liberté scientifique, et même très très peu de connaissances pratiques sur les réseaux qui sont constitués pour défendre ces idéaux. Mounia l'a dit tout à l'heure, ce qui me vaut d'être ici, c'est d'avoir été un peu par hasard doyen d'une faculté et puis d'avoir eu l'idée, l'occasion de porter la cause de Fariba dans le contexte de mon université. Mais fondamentalement, indépendamment de ça, mais je vais revenir bien sûr, je voudrais vous raconter un peu l'histoire parce que je pense qu'elle va bien au-delà de ma propre et modeste personne. Je pense qu'elle peut aider à réfléchir sur les formes de mobilisation à titre individuel qu'on peut avoir quand les occasions se présentent ou quand, quelque part, la cause elle-même le justifie. Je vais donc d'abord vous raconter un peu le contexte, l'histoire, ce que ça a donné, ce qui s'est passé, et puis peut-être dans un deuxième temps, rassure-toi, je serai rapide, dans un deuxième temps, essayer d'en proposer une petite analyse très modeste, parce que je suis chercheur de sciences sociales, comme beaucoup de personnes ici, et je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de monter un peu en généralité, ou je ne veux pas dire en théorie, soyons pas prétentieux, mais par rapport à une expérience personnelle, quand bien même ce serait la sienne. Qu'est-ce qui m'a fait, moi, me mobiliser sur le cas de Fariba? Un peu Fariba, j'avais échangé avec elle par email. Elle m'avait invité dans un colloque qui n'a jamais eu lieu à Téhéran sur les frontières. Je travaillais beaucoup sur les frontières à l'époque. Un peu par d'autres liens interpersonnels, Béatrice, bien sûr, ou Jean-François qui n'est pas là avec nous, mais qui est un fabuleux acteur de mise en relation des individus. Donc un peu pour des raisons personnelles, un peu pour des raisons accidentelles, mais honnêtement pas plus que ça, parce que les relations que je pouvais avoir avec les personnes que j'ai citées à l'époque n'étaient pas celles qu'elles sont maintenant.
Par conviction, oui, bien sûr, sans avoir aucune connaissance théorique ni même tellement pratique de ce que sont les concepts dont on a parlé jusqu'à maintenant. Je suis convaincu du bien fondé d'une mobilisation de ce type-là, sans jamais trop savoir exactement quels sont les déclencheurs d'une mobilisation, quels sont les facteurs qui font qu'une mobilisation prend ou ne prend pas. Et puis, peut-être le principal facteur, et tu l'as rappelé Mounia, c'est quelque part de l'opportunisme. Parce qu'en étant dans la fonction qui était la mienne, de doyen d'une faculté, qui plus est, qui a une histoire tout à fait jeune, quelque part, elle a été créée au moment où j'ai pris la fonction elle-même, dans des conditions un peu particulières, vous en avez peut-être entendu parler à Lausanne. J'avais le sentiment que cette faculté, elle devait aussi se positionner par rapport à des enjeux sociaux, professionnels, au-delà de réunir évidemment les plus grosses têtes des sciences sociales de la ville de Genève. Je ne vais pas aller au-delà, je ne vais pas mettre ça en concurrence avec Lausanne ou d'autres universités. Donc il me semblait que l'université et une faculté de sciences sociales, qui s'appelle Sciences de la société, pour des raisons que je vous passerai sous silence, avaient des raisons quelque part d'entrer dans le débat public. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure un peu invraisemblable, sans trop savoir du tout ce que ça donnerait. Et je vous passe un peu les détails, après de longues discussions avec mes autorités supérieures qui ont fini par être convaincus de l'idée, de la pertinence de l'idée. Avec tout ça, on est arrivé... Alors, l'idée, c'était quoi? C'était de délivrer un docteur honoris causa à Fariba. Et puis il y avait quelques alliés dans la place, comme Didier qui est ici, mais pas grand monde qui connaissait Fariba au bout du compte à Genève à l'époque. Et pour arriver à l'événement lui-même qui m'a stupéfait, qui je crois a stupéfait tout le monde, dans cet immense auditoire principal de l'Université de Genève qu'on appelle l'U600, avec une dénomination pas très attractive, dans un bâtiment, le bâtiment du rectorat, Uni Dufour. Les discours de circonstance du recteur, de moi-même. Fariba ne pouvait pas être là, évidemment. Tu n'étais pas en prison à l'époque, mais tu étais assigné à résidence, si j'ai bonne mémoire. Tu ne pouvais pas non plus apparaître à l'écran. Donc, tu étais quelque part la personne extrêmement présente et extrêmement absente de cette cérémonie. Et un moment d'une émotion que j'ai rarement connue dans ma vie, une ovation d'une assistance pourtant assez réservée habituellement, dans un événement très très solennel, une ovation qui montrait qu'il y avait une sensibilité, non pas uniquement à l'événement qui était en train de se produire, non pas uniquement à la cause de Fariba, me semble-t-il, mais à l'idée. Une communauté qui pourtant était réunie pour autre chose et qui du coup s'est complètement survoltée elle-même à être en présence d'une cause qu'elle portait peut-être presque à son insu. Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce que j'en retire comme enseignement ? Encore une fois, je suis chercheur de sciences sociales comme beaucoup d'entre vous, et je pense que c'est intéressant, bien sûr, de réfléchir sur nos propres activités, notre propre façon de faire des sciences sociales, mais d'essayer de tirer quelques leçons d'un récit, d'une trajectoire, et je vous l'ai résumé il y a un instant. Moi, ce qui me préoccupe dans cette histoire, comparé à d'autres histoires, c'est qu'il y a des belles histoires. Finalement, somme toute, même si ça a été très difficile pour Fariba, l'histoire se finit bien, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une mobilisation, une constellation d'acteurs qui ont fait des choses extraordinaires, et plusieurs sont ici. Et puis, il y a des trous noirs. Et puis, il y a des gens qui, dans des conditions qui ne sont pas si différentes de celles de Fariba, au départ, sont toujours en prison ou bien ont été exécutés et n'ont pas bénéficié quelque part d'une mobilisation comme celle-là. Et je crois que c'est important qu'on réfléchisse à ça et qu'on soit à la fois capable de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec la position qui est la nôtre. C'est ce que je vous ai raconté il y a un instant. Et en même temps, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer plus généralement sur ce qui fait qu'une mobilisation réussit, ce qui fait qu'elle échoue, ou ce qui fait qu'il n'y a pas de mobilisation du tout, le cas échéant, et quels sont les facteurs qui peuvent être déterminants. Et si je revisite un peu l'histoire de ces quelques années passées en compagnie distante, lointaine de Fariba, avant qu'elle revienne à Paris, j'ai tendance à penser qu'il y a trois types de facteurs qui sont déterminants. Il y a ceux dont on a beaucoup parlé, et évidemment avec des personnes qui sont très professionnelles de la chose et très mobilisées là-dessus, qui sont les réseaux qui se sont constitués autour de ça et qui sont extrêmement efficaces dans la mobilisation, pas toujours aussi efficaces qu'ils le voudraient évidemment dans la libération des personnes dont ils défendent les droits, bien sûr. Les réseaux, c'est évidemment très très important. Après, je ne veux surtout pas minimiser l'importance qu'il y a des
constellation plus informelle, c'est-à-dire les choses qui se mettent en place à l'initiative de personnes remarquables, Béatrice et d'autres, qui sont capables quelque part de faire du lien, et pas du lien dans tous les sens et n'importe comment, du lien dans ce qu'on appelle dans les sciences sociales des champs. Il y a des champs qui sont propices à ça et qui permettent quelque part ces formes de mobilisation de s'épanouir et d'aboutir à des résultats tangibles. Et puis, dans les sciences sociales, je suis géographe en particulier, mais le concept que je vais mobiliser là n'est pas propre à la géographie, il y a des effets de milieu absolument incroyables. Ce qui s'est passé à Genève ce jour-là, donc le jour où Fariba a reçu son docteur honoris causa, j'ai un peu le sentiment que ça pouvait se passer qu'à Genève. Non pas parce que Genève est une ville exceptionnelle, pas du tout, mais simplement parce que quand on est à Genève et quand on bosse à Genève, à l'université, dans les organisations internationales, etc., on est quand même censé, et parfois, souvent peut-être aussi convaincu qu'il y a une mission particulière qui doit s'attacher à une position particulière, en l'occurrence celle de Genève. Et je suis convaincu que tous les lieux ont des missions, tous les lieux ont des vocations, et qu'il doit pouvoir se passer, si on réfléchit à une sorte de mobilisation un peu élargie, il doit pouvoir se passer quelque chose de singulier, quand bien même il y aurait des champs, quand bien même il y aurait une sorte de généralisation d'un mouvement à une toute autre échelle, qu'il y a besoin de décliner en fonction du milieu, en fonction du lieu, ce qui doit pouvoir être fait dans une cause particulière. Donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui serait une combinaison de réseaux, de champs, de lieux ou de milieux, qui font qu'une mobilisation peut prendre ou pas, et surtout se décliner selon quantité de modalités, qui font que c'est l'addition, la combinaison de ces modalités qui va faire que la chose peut aboutir. Alors, juste pour conclure là-dessus, les universités là-dedans, elles participent de ces champs. Elles participent également de ces lieux et de ces milieux particuliers, avec les particularités qui sont les leurs, évidemment. Dans une ville donnée, une université ne va pas forcément occuper la même place qu'une autre université dans une autre ville donnée. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que dans l'université, dans le terme université, il y a quelque chose quand même qui doit être porteur d'autre chose que la localité qu'elle incarne, la localité qu'elle emblématise d'une façon ou d'une autre. J'ai pris l'exemple de Genève, mais encore une fois, on pourrait prendre quantité d'autres, qui est simplement l'univers, l'universel, l'universalisme. Alors je sais bien que la notion et le concept sont très discutés aujourd'hui en sciences sociales, et je suis le premier à y travailler, au demeurant, mais j'aurais tendance à emprunter, si vous en êtes d'accord, à Spivak, qui a théorisé l'essentialisme stratégique, son idée est de faire des universités pas forcément les lieux inévitables de l'universalisme, j'en suis pas convaincu, mais par contre qu'elles soient capables de se mobiliser sur ce que j'appellerais tout simplement, comme Spivak, l'universalisme stratégique. Qu'on fasse des universités les lieux d'une stratégie qui revendique une forme d'universalisme, précisément pour défendre des valeurs fondamentales, quand bien même dans nos séminaires ou dans nos ateliers, on pourrait très bien s'amuser à se dire ben non, je suis post-universaliste ou bien je suis pluriversaliste, etc., etc. On est tous très forts pour faire ce genre de choses. Mais il y a des moments peut-être où il faut être capable de laisser ça de côté et de porter un autre message qui combine nos engagements à une échelle locale, qui combine notre conviction à participer à une communauté beaucoup plus large et qui peut permettre, le cas échéant, de déboucher sur des solutions heureuses, comme ça a été le cas pour Fariba. Merci beaucoup, Bernard. Florian, tu nous parles aussi d'un lieu particulier. Tu sembles penser aussi que Berlin est un lieu spécial. Et puis que la Frey Universität aussi expérimente un certain nombre de choses assez qui nous intéressent beaucoup ici, hein, puisque je parlais de l'expérience française qui a un côté répulsif des fonctionnaires défense. Vous mettez en place d'autres mécanismes, d'autres expériences. Et puis il y a aussi ton expérience dans Academics in Solidarity. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monia. Merci beaucoup, Fariba, pour m'avoir invité. C'est vraiment un grand plaisir. Oui, Berlin, il faut venir. Hein. C'est un lieu spécial, sauf que le bon ton, c'est ici. Hein. Quand j'ai discuté avec Monia de long terme pour préparer un petit peu mon intervention ici, on s'est échangé et ça m'a vraiment dit. Cet échange m'a montré comment c'est important de s'échanger sur les expériences, disons, divers nationaux, alors qu'actuellement, on est vraiment dans cette autre repli identitaire à cause des multiples crises qui nous traversent. Et en fait, ça m'a vraiment convaincu que je devrais venir. Et voilà, j'arrive au lac Le Mans et le soleil, le matin, arrive. Alors, c'était vraiment
Bon, au niveau de mes propos, je voudrais vous présenter deux projets. Un projet que j'ai mis en place avec l'Université libre de Berlin pour soutenir les chercheurs en exil, les chercheurs en risque qui sont fuis ou qui sont venus avec des bourses pour avoir un espace sécurisé pour continuer leur recherche. Et je voudrais vous parler aussi d'une procédure administrative, mais ce n'est pas si ennuyante comment ça semble. C'est des procédures administratives que je dirais pour protéger la coopération internationale à un moment où la situation géopolitique devient de plus en plus difficile. Alors, pour le premier projet, Academics in Solidarity, c'est un projet qui a commencé en 2018 et qu'on a dû mettre en veille à la fin de l'année dernière parce qu'on a pu acquérir deux financements, alors qu'on a conduit jusqu'en décembre 2023. Et c'est un projet qui soutient les chercheurs en risque en amont, pendant et après qu'ils ont un financement pour continuer leur recherche en Allemagne. Ça a réuni une 120aine de chercheurs en danger. Et l'objectif principal de ce projet, c'était de les mettre en réseau, parce que mise en réseau, c'est le terme, je crois, qui est très important, de les mettre en réseau avec les chercheurs établis qui travaillent sur les mêmes sujets pour qu'ils peuvent continuer leur carrière scientifique en Allemagne. Et là, je suis déjà à la première leçon. J'ai travaillé avec beaucoup d'organismes comme Scholars at Risk, la Philipp Schwarz Initiative, Academy in Exile et the New University in Exile Consortium. Et mon expérience avec ce financement de 200 ou 300 pour des chercheurs en exil, c'était toujours que ce n'est pas assez pour arriver ou pour pouvoir vraiment continuer leur travail académique dans le pays d'accueil. Et ça, c'est la première expérience. Je crois que travailler sur l'accueil des chercheurs en risque nous a vraiment permis de sensibiliser maintenant, par exemple en Allemagne, toutes les universités, que c'est une responsabilité des universités d'accueillir les chercheurs en danger. Mais je crois qu'on n'a pas encore vraiment trouvé des moyens adéquats pour une insertion à long terme dans le milieu académique. C'est pour ça qu'il faut chercher à la fois d'autres solutions et des alternatives. Par exemple, une insertion pas seulement dans le marché académique universitaire, mais aussi le marché du travail académique para-universitaire, c'est-à-dire en dehors, dans les think tanks, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez expliqué. Au niveau de ces expériences très positives de ce réseau qui s'appelait Academics in Solidarity, c'était aussi qu'on crée un réseau où on discute vraiment cette notion de liberté académique et liberté scientifique. Alors ça, par exemple, c'est à la fois la dimension économique. Il faut voir que la plupart des chercheurs que nous avons accueillis, des chercheurs syriens, par exemple des chercheurs turcs, ils ont eu un poste permanent avant à l'université. Alors, ils arrivent en Allemagne et reçoivent, à travers ces programmes de soutien, un financement qui les réduit en fonction de postdoc. Il faut s'imaginer cette, je dirais, dégradation en termes économiques, en plus de toute la charge quand ils sont venus, et dans la plupart des cas c'est le cas, avec la famille, aussi la charge psychologique qui produit une fuite d'un pays, etc. Et là, je me dis que cette mobilité forcée, bon, c'est une des mots-clés de l'académie, de la liberté des académiques. Mais là, c'est une mobilité forcée parce qu'ils doivent quitter le pays. Et cette mobilité forcée, elle existe en quelque sorte dans le pays d'accueil. Et je crois que ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on doit réfléchir, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Deuxième projet, et là je crois que j'ai mis clair que ce qui m'importe, c'est un petit peu de
quand on parle de liberté académique, liberté scientifique, il faut introduire aussi un petit peu cette dimension économique. Hein. Parce que là, c'est intéressant, même s'il y a par exemple l'alliance entre les chercheurs en exil qui évoquent ce problème de précarité, et ils rejoignent des mobilisations, par exemple des postdoctorants allemands. C'est toujours conçu un petit peu comme une alliance. Voilà. Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Bon. Deuxième expérience, j'ai encore 2 minutes pour le... Voilà. Je vais faire vite. C'est ces procédures administratives qu'on est en train de mettre en place pour protéger la coopération internationale. À l'Université de Berlin, c'est quelque chose que nous avons commencé après l'étude de différents cas. C'était à la fois le cas de Giulio Regeni, qui a déjà été mentionné. On avait aussi un doctorant français qui était en prison en Jordanie, et on ne savait pas comment est-ce que l'université peut intervenir. Mais c'est aussi quelque chose qui est intervenu après d'autres questions, par exemple des professeurs qui nous ont demandé s'ils peuvent coopérer avec une institution syrienne et sous quelles conditions, etc. C'est à partir de ce moment-là où l'université a réfléchi de mettre en place ces procédures administratives pour sauver la coopération internationale. Alors, à la fois, protéger leurs chercheurs et leurs étudiants, mettre par exemple en place un plan de secours pour les chercheurs et les étudiants qui partent sur les terrains de risque, mais aussi des procédures de consultation en amont, de demander un financement extérieur pour financer un projet de partenariat international. C'est aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup en discussion à cause de la coopération quelquefois difficile avec les universités en Chine, etc. Et ce que j'observe, c'est de cette approche de protection, on risque souvent de glisser vers une approche sécuritaire. C'est-à-dire là où d'autres autorités nous imposent quelque chose, par exemple, qu'on vérifie quelles sont les intentions politiques d'un doctorant chinois, etc. Voilà. Moi, je crois que l'important que ces procédures administratives, ils ont mises en place par l'université même et en consultation en direct avec ceux qui sont les spécialistes, c'est-à-dire les chercheurs, les professeurs, etc., qui travaillent sur les aires culturelles sur lesquelles on parle. C'est eux les spécialistes du terrain et c'est eux qui peuvent nous consulter le mieux comment est-ce que dans le futur, dans cet environnement géopolitique difficile, conçoit nos coopérations internationales. Le principal de l'Université de Berlin reste le dialogue et la croyance que tout échange est important à sa raison d'être et ne doit pas être inhibité a priori, par exemple, par une carte, le Academic Freedom Index, etc. Et je crois que, pour conclure là, on rejoint un autre principe très fondamental quand on parle de liberté académique et liberté scientifique, c'est celle de l'autonomie de l'université. Mettre en place ces procédures administratives à l'université même, en consultation avec les chercheurs, avec les spécialistes, c'est affirmer l'autonomie de l'université. Merci. Merci beaucoup, Florian. Je propose à Béatrice, à Didier ou à Patrick de réagir rapidement parce que je voudrais quand même qu'on puisse donner la parole au public, qu'on puisse interagir. Je sais que là, on a esquissé pas mal de pistes de manière un peu trop ambitieuse. En fait, nous sommes dans une étape de la caravane et la caravane a encore un long chemin devant elle pour continuer à réfléchir à ces questions. Mais si l'une ou l'autre souhaite réagir rapidement... Peut-être réagir oui, rapidement, parce que c'est des points qui sont très importants, je pense. Alors, d'une part, quand nous, comité de soutien à Fariba, quand Fariba est sorti, je pense qu'on n'a jamais pensé qu'on avait une histoire réussie. Parce que on n'a jamais su pourquoi Fariba avait été arrêtée, on n'a jamais su pourquoi elle a été libérée, mais par contre, on sait parfaitement que notre mobilisation n'a servi à rien. Il faut être lucide, ce n'est pas nous qui avons libéré Fariba.
Mais je pense que ce qui a marché, c'est effectivement, et je le vois au sein de Sciences Po, Fariba n'aurait pas été arrêté et nous n'aurions pas fait ce travail-là, la question de la liberté scientifique n'aurait pas été à l'agenda de Sciences Po. Donc, ça nous a permis d'amener la question de la liberté scientifique, mais en aucun cas, on a libéré Fariba. Donc, je pense qu'il faut... Et de même que, par exemple, quand on a inventé l'histoire de la caravane, c'était pour dépasser une situation, celle du Covid, où on ne pouvait pas faire venir les chercheurs. Donc on a dit, bon, on ne peut pas faire venir à Paris des gens pour soutenir Fariba et pour parler de la question de la liberté scientifique. Eh bien, on va déplacer. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé à Rabat, et à chaque fois sur des thématiques différentes, en disant c'est une situation extrêmement complexe. Donc c'était, ce point-là me paraît important. Un deuxième point qui est transversal aux trois interventions, c'est qu'il me semble que ce qui est important aussi, c'est l'association invention, bricolage d'individus et adossement à des institutions. Parce que quand ce n'est que institutionnel, ça ne marche pas. Quand c'est que individuel non plus. Et par exemple, je sais que nous, on a bénéficié effectivement de notre liberté totale. Mais en même temps, on savait qu'on était adossé à Sciences Po, qu'on était adossé au Academic Freedom de la MESA, qu'on était adossé à l'Université de Genève pour l'honoris causa, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est aussi cette jonction des deux, à la fois la liberté des individus, leur inventivité, leur créativité, leur bricolage, et être adossé à une institution. Et puis... Moi, je le dis toujours, mais je pense que c'est vraiment important à l'heure où de la concurrence, de la compétition, de la productivité, etc. Je pense que vraiment la valeur de l'amitié scientifique est fondamentale et qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. Je peux juste ajouter une note de bas de page sur ce point-là, parce qu'il me paraît fondamental. C'est vrai que le soutien à Fariba a été très impressionnant et très rapide. On peut presque avoir l'impression que c'est comme ça une génération spontanée. Mais c'est vrai que ça repose aussi sur une pratique en fait de l'amitié dans la recherche, comme tu le dis aussi, avec un réseau européen, de gens qui ont eu l'habitude de se rencontrer pour discuter sans forcément avoir besoin, sans forcément de pression d'arriver à des publications après les rencontres, etc., dans des situations certainement privilégiées, mais qui a fait que une fois que l'étincelle a été lancée, très rapidement c'est pris. Les communiqués de presse étaient traduits en 6, 7, 8 langues en l'espace de quelques heures. Enfin, c'était quelque chose de très impressionnant, mais qui ne vient pas de nulle part aussi, et qui vient effectivement du fait que ces réseaux ont été cultivés pendant longtemps. Mais je voudrais quand même ajouter un bémol, Didier, on l'avait bien observé lors de cette mobilisation que tu évoques, donc de publier une tribune en plusieurs langues simultanément dans différents quotidiens, je crois, c'est que il manquait des passerelles, des liens entre des organisations avec des réseaux qui sont vraiment très fermés sur eux-mêmes. C'est-à-dire, c'était très très difficile parfois tant qu'il y a des liens préexistants dans certains réseaux, ok, mais quand on voulait aller au-delà, c'était beaucoup plus délicat. Donc, et c'est ce que tu évoquais, Fariba, quand tu disais qu'il nous fallait l'équivalent de Reporters sans frontières, de Chercheurs sans frontières. C'est pas ce que nous entendons ici et là, puisque il y a l'idée du bricolage, des réseaux, de ce mélange, de cette fragmentation positive, c'est-à-dire d'articulation entre des réseaux autonomes qui sont adossés à des institutions. Qu'en dis-tu ? Oui, alors d'abord peut-être je ne serais pas tout à fait d'accord. C'est dommage que Myriam Lévy est partie, je voulais juste la saluer.
Et là, je vais dire, le comité, effectivement, Béatrice, tu as raison, ce n'est pas la mobilisation du comité qui m'a libérée. C'était sans doute peut-être un petit pas dans la voie de ma libération, mais je dirais un très grand pas dans la conscience de ce qu'on pouvait faire dans situation de crise. Je le sous-estimerai pas, d'autant plus que j'ai été appelée justement pour céder et donc avoir des concessions. Et je n'ai pas cédé, je suis fort heureuse de ça. Qu'en situation de crise, on est capable comme ça de s'organiser. Là, je crois que cette caravane, elle est merveilleuse. Je ne peux rien dire d'autre que dire que vous faites de moi un héros. Je ne suis pas une héroïne. Oh, pardonnez-moi. Oui, c'est vrai, c'est la métèque qui est de retour. Et donc, une héroïne, or, une révolutionnaire, je ne suis pas. Et je dis toujours que mon arrestation m'a privé de mon terrain. En fait, il m'en a donné un autre, puisque, en fait, malgré moi et à mon assaut, j'avais devant moi un terrain. Et pour faire passer le temps et pour ne pas angoisser trop et essayer de garder mon calme, j'ai transformé la prison ou les co-détenus en un terrain pour moi. Donc j'espère pouvoir bientôt vous partager avec vous le résultat de ces réflexions qui sont des réflexions tout à fait simples. C'est plutôt le récit de la prison, mais ça permet aux gens qui parlent, on parle énormément de cette prison, ça vous permettrait de un peu mieux le situer, mieux le voir, mieux le sentir, mieux voir les rapports et donc de ne pas non plus très peut-être embellir dans le sens accentué sur cette expérience de prison comme une expérience peut-être de tragédie. C'est évidemment très dur, c'est contre votre volonté, vous êtes arrêté, mais il y a une vie sans doute après la tôle, mais il y a une autre vie à l'intérieur de la prison qui est peut-être intéressante de voir entre tous ces gens-là qui se trouvent contre un État, parce qu'en fait, ils sont forcés d'être là, mais en même temps, c'est une unité humaine avec ses compétitions, ses conflits, ses problèmes, son quotidien, ses routines. Voilà. Donc, j'essaierai un peu rendre imager, enfin, donner quelques images de ces moments d'échange entre les prisonnières. Voilà. Et merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, vraiment. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez déjà commencer à lire les articles que Fariba publie hebdomadairement. Donc, il y a des liens dans Média Série Sciences Po. C'est exquis. C'est formidable. Bon, et vraiment, on attend avec impatience le livre qui en ressortira. Donc, merci